Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Et j'ai une petite question pour vous. Qui parmi vous est écolo? Ou bien qui aimerait devenir un peu plus écolo? Donc comme on dit, éco-responsable, éco-friendly. Alors dites-moi tout en commentaire et surtout n'hésitez pas à partager avec nous vos petites astuces. Bienvenue à tous et à toutes et re-bienvenue à tous mes abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité. Alors moi c'est Selena et sur cette chaîne on mettra en avant tous les projets, les concepts, les idées qui impactent positivement le continent africain, mais pas que. On va aussi mettre en avant notre cher continent, c'est-à-dire qu'on va le valoriser en parlant de gastronomie, en parlant de culture, en parlant de langue, en parlant de plein d'autres sujets. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo et surtout, pour ne pas recevoir de messages me disant qu'ils n'ont pas été notifiés, on va dire prévenus qu'il y avait une nouvelle vidéo de sortie ou bien un live, vous n'avez qu'à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois donc que je poste quelque chose, vous serez directement alerté. Alors aujourd'hui, on va accueillir une invitée qui s'appelle Yaye Souadou Fall. Donc Yaye Souadou Fall est la cofondatrice et la présidente chez Ecover. Le thème de cette vidéo portera sur le recyclage et pas n'importe quoi, on parlera de recyclage de pneus au Sénégal. Chez Ecover, le slogan c'est « Rien ne se perd, tout se transforme ». J'imagine que cela vous fait penser à une phrase bien connue. Sans plus tarder, allons découvrir donc ce magnifique projet avec Yaye Souadou Fall tout de suite. Donc vous ne bougez surtout pas et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Bonjour Souadou. Bonjour Sarah, merci Comment est-ce que beaucoup de tu vas? m'avoir. Ça va, je suis en fin de semaine, je suis contente que ce soit déjà le week-end et surtout un Bah, week-end prolongé. bah oui, ah oui, c'est pas faux ça. Les week-ends prolongés, c'est un bonus dont on ne dirait pas non à ce bonus en tout cas. Swadou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc pour venir parler de ton beau projet, de ce beau concept-là avec nous. Qui es-tu, Swadou? Je suis Yaïswa Doufal et je suis en fait une Sénégalaise avec des origines mauritaniennes, mais purement Sénégal, grandi au Sénégal et vécu au Sénégal. Et donc j'ai 26 ans et j'ai un background, en fait j'ai fait des études en gestion et développement des entreprises et je suis en train de poursuivre un master dans ce domaine. Et il y a de cela 6 ans, en fait, pour mettre en pratique ce que j'apprenais à l'école, j'ai lancé Ecover avec mon associé Fatih Diallo et un groupe d'amis. Et donc, c'est en fait l'aventure de ma vie. Et voilà, c'est encore une fois un immense honneur pour moi d'être là. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, tu es la cofondatrice et la présidente de Ecover. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Ecover? Donc, rapidement, parce qu'on va rentrer quand même dans les détails après. Mais comment est-ce que tout a commencé? Alors, Ecover, en fait, c'est la contraction de Environmental Cover. Et donc, même le nom indique en fait que nous sommes une entreprise qui a pour but de pouvoir trouver une application utile à tous les types de déchets afin de réduire l'impact environnemental. Et nous sommes dans le recyclage des pneus en particulier, donc que nous transformons en du granulat pour le gazon synthétique et en du broyat pour les cimenteries. Et donc, l'aventure a commencé il y a 6 ans, en fait, lorsqu'en tant que Sénégalaise et dakaroise, je me suis dit, mais Dakar est une si belle ville et qu'en fait, on pourrait apprécier mieux notre ville, qui est une presqu'île, en fait, au même titre que les autres villes du monde que l'on envie, si elle était plus propre. Et donc, à l'époque, ma vocation et celle de mes amis était en fait de rendre Dakar beaucoup plus propre, et ceci en recyclant les déchets qui y sont. Et c'est ainsi que nous est venue l'idée de faire des recherches sur les déchets de pneus jusqu'à commencer à broyer des pneus avec des hachoirs à viande hachée sur notre terrasse. Ah oui, il y a tant de déchets que ça. Enfin, je veux dire, là, on parle en particulier des pneus. Il y en a tant que ça dans les rues? Oui, et d'ailleurs, on a fait une étude pour nous rendre compte qu'en fait, en moyenne, on a environ 30 000 tonnes de déchets de pneus qui sont au niveau du Sénégal en circulation.
Et ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de pneus que les gens n'ont autre application que de les brûler lors des manifestations ou alors de les acheminer à la décharge où il y a 2000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui respirent cet air qui est extrêmement nocif parce que lorsque le pneu est brûlé, il y a une émission de chlore et c'est tout sauf bon pour la couche d'ozone et pour l'environnement. Surtout dans une ville côtière comme Dakar et comme un pays comme le Sénégal où la montée des eaux ne fait que prendre encore plus nos terres. Ouais, ouais, c'est vrai. Revenons, on va dire, au début, donc à là où tout a commencé. Vous avez vraiment commencé avec des hachoirs et tout. Ça a dû être quand même assez dur, je veux dire, de hacher quand même des pneus avec un hachoir domestique, quoi, de cuisine. Oui, absolument. Parce qu'en fait, avec le hachoir à viande hachée, il fallait déjà beaucoup de force. Et en même temps, le hachoir se cassait tout le temps parce qu'il n'était pas prévu pour ça. Mhm. Mais c'était la seule solution qu'on avait à l'époque. Mais avant ça, on a eu beaucoup de difficultés avant d'arriver à cette solution-là. On a essayé de bouillir les pneus, de les faire frire et tout ce qu'on pouvait, mais c'est la solution du hachoir qui était celle qui était la plus adaptée, en tout cas, pour ce que nous faisions. Et donc, à chaque fois, on était des étudiants. À nos pauses, on prenait notre hachoir, on montait sur notre terrasse et on broyait les pneus. Ah ouais. Réaliser en fait un petit échantillon parce qu'en fait avec les hachoirs en une journée de travail on pouvait avoir qu'un kilogramme de granulats pour faire un carreau par jour, donc c'était juste en guise d'échantillon histoire de montrer la faisabilité du projet et Mhm. voilà de pouvoir le faire. Donc c'était vraiment justement les débuts comme tu viens de le mentionner. Et du coup, parlons maintenant justement des produits ou des solutions, des services justement que vous proposez. Donc eCover propose. Donc avec quoi est-ce que vous avez commencé au début et qu'est-ce que vous avez justement rajouté par la suite? Au début, quand on venait tout juste de commencer, l'idée c'était de recycler les pneus en des carreaux Mhm. et des revêtements de sol pour les aires de jeu pour enfants. Et donc, quand on a commencé, en fait, c'est par des petits carreaux qu'on montait tout le temps, qu'on amenait partout. Et qu'après, par la suite, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, ce processus, bon, on le savait dès le départ, ce processus avec le hachoir à viande hachée, ce processus artisanal n'était pas adapté parce que lorsqu'on commande des carreaux, on commande plusieurs carreaux. Et les revêtements de sol aussi, c'est pour des milliers de mètres carrés parfois. Et donc, ce n'était pas très adapté. Et donc, on a commencé, en tout cas, avec notre parcours, on a fait du crowdfunding, on a participé à des compétitions pour lever 15 000 dollars qui nous a permis de passer d'un hachoir à 20 hachoirs plutôt, et plutôt avoir plus de production pour faire un revêtement de sol qu'on a fait au CFTT Sénégal-Japon et par la suite d'autres revêtements de sol qu'on a pu faire localement. Donc, je dirais que les premiers produits qu'on a eus, c'est les carreaux. On a fait également les semelles de chaussures. Mhm. Mais tout ce qui concerne la partie carreaux, semelles de chaussures, requiert en fait des machines que pour le moment, on a décidé de postponer cet investissement et de commencer petit à petit et de plutôt être dans le granulat, donc de nous concentrer dans le granulat. Donc, on a les carreaux, on a les semelles de chaussures, Oui. les revêtements de sol utilisés pour aires de jeu pour enfants, pistes d'athlétisme, terrain basket, terrain tennis et même route. Et également, on a le granulat, donc le pneu broyé, qui est utilisé pour le remplissage du gazon synthétique pour les terrains de football. On a également le broyat, qui est Mhm. en fait un produit, un de nos nouveaux produits, je dirais, en fait, et qui est en fait du pneu découpé, mais en très petits morceaux, que Mhm. les cimenteries utilisent en fait au niveau de leur four. Et quand on parle de cimenterie, souvent on nous dit, mais les pneus, ils seront brûlés. Mais détrompez-vous, avec cette solution, cela va permettre aux cimenteries, en fait, qui font partie des 10 entreprises les plus polluantes au monde, de pouvoir réduire leurs émissions en CO2. Ceci parce que lorsque le pneu est brûlé, il y a une émission de chlore et qu'en fait, dans cette partie de leur four, réinjecter le chlore et avoir un clinker, donc il y a un produit intermédiaire du ciment de meilleure qualité. Et donc, ça fait un super produit qui permet de réduire de 40% les émissions de CO2 des cimenteries.
Donc, voilà les grosso modo les produits de e-cover avec la ferraille et le nylon également qu'on a comme déchets. Donc, dans le pneu, on ne jette rien du tout. Tout est recyclé à 100%. Ok, parce que j'allais justement te demander, j'avais justement une question par rapport à ça. Donc, quand vous transformez, que vous utilisez ce dont vous voulez, enfin, ce que vous voulez utiliser dans les pneus là, qu'est-ce que vous en faites des Oui. déchets? Parce qu'il y a plein d'autres choses aussi dans les pneus, si je me trompe pas. Un pneu est constitué de fer, de nylon et de caoutchouc. Et donc, nous, on recycle le tout. Le caoutchouc est Mhm. utilisé, est recyclé en granulat pour le gazon synthétique ou pour les complexes sportifs ou pour le revêtement. Et la ferraille est vendue aux ferrailleurs qui, au lieu de brûler le pneu pour avoir la ferraille, bah, passe par notre process qui est respectueux de l'environnement et elle Mhm. l'achète directement chez nous. Et on a le nylon, en fait, qui peut être recyclé en des habits, des cordes, et que nous vendons, en fait, aux entreprises textiles. Donc, ils l'utilisent, en fait, dans leur production pour faire des fils en nylon et après faire des habits et autres, et des cordes. Et c'est vraiment super ça, comme tu dis, vous jetez rien, donc c'est vraiment, c'est top. Et avant que je Oui. revienne encore un peu sur quelques aspects de la transformation, où est-ce que vous vous Mhm. procurez justement ces pneus? Comment est-ce que vous vous les procurez? Aujourd'hui, à ce jour, en tout cas, nous avons pu mailler le territoire de Dakar pour avoir 29 points de collecte en pneus. Et donc, nos fournisseurs, c'est primordialement, nos premiers fournisseurs, c'est les vulcanisateurs. Donc, au Sénégal, on appelle vulcanisateurs ceux qui réparent les pneus parce qu'on a coutume à, disons, à les rechapper ou à les réparer lorsqu'ils ils sont usés. Et donc, ces vulcanisateurs, lorsque vous avez un véhicule moyen, vous avez juste de la place pour votre pneu de secours, mais vous ne pouvez pas changer un pneu et garder le pneu. Ok. Donc, pour être compétitif, le vulcanisateur, il prend le pneu usé, mais ça fait de la place pour lui et il est obligé de payer des taxes au niveau de la mairie pour l'occupation anarchique de l'espace et l'encombrement de la voie publique. Et donc, ce qui fait qu'en fait, ces vulcanisateurs étaient obligés de payer pour se débarrasser de leurs pneus parce qu'en fait, personne n'en a besoin pour le moment, à part peut-être les cimenteries et ceux qui clôturent des terrains, mais les applications qui existent ne permettent pas d'écouler tout le stock de pneus qu'il y a au Sénégal. Et donc, du coup, ils nous les donnent, et donc moyennant des commissions, parce Mhm. que souvent, ils sont à plusieurs points. Et donc, on a un camion qui va aller récupérer les pneus dans ces zones-là. Sinon, l'autre cible qu'on a également, c'est les entreprises dans le cadre de leur RSE qui nous contactent en fait parce qu'ils n'ont pas envie de jeter leurs pneus. On n'a pas le droit de brûler les pneus, donc ils n'ont pas le droit de le jeter et qui en fait ont envie de le donner à un prestataire qui va le recycler de façon éco-responsable. Et Mhm. donc nous, donc on a on pipe beaucoup d'entreprises qui nous contactent pour nous donner leurs pneus, voilà, et s'assurer derrière qu'on puisse leur remettre la documentation et les données qui prouvent que nous les recyclons de façon responsable, éco-responsable. Et la dernière cible, c'est en fait les décharges elles-mêmes, parce Mhm. qu'elles ont des pneus là-bas. Mais à terme, notre objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de pneus qui arrivent à la décharge. Parce que l'idée, c'est de pouvoir récupérer les pneus à la source au niveau des vulcanisateurs qui les jettent et d'éviter des pneus qui traînent à chaque coin de rue et qui rendent notre ville sale et Ouais. moche. Ok, non, non, Donc, c'est vraiment super. Je pense que c'est une belle contribution justement à l'environnement. En tout cas, au niveau de la ville, enfin de Dakar, vous êtes juste au niveau de Dakar, si j'ai bien compris, pas au-delà pour l'instant? pour le moment, même si notre ambition, certainement, j'en parlerai plus tard, c'est Oui, d'aller oui, ailleurs. oui. Mais pour le moment, nous sommes qu'à Dakar parce qu'il faut savoir aussi que en moyenne, 60% du parc automobile du Sénégal est à Dakar. Donc, c'est là où il y a une plus grande affluence en termes de pneus et que c'est plus rentable pour nous en termes de coûts
pour Mhm. récupérer la collecte d'être à Dakar qu'autre chose. Ah oui, parce que la logistique, ça, je sais que ça peut coûter, ça peut vite, 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 très, très monter. Alors revenons un peu à justement la partie transformation, parce que du coup, ça m'intéresse. Donc au début, c'était avec un hachoir et que c'était vraiment 1 kilo donc, par jour. C'était un travail quand même assez, assez dur. Euh, mais du coup, vous êtes passé à quelle étape ou bien comment est-ce que vous transformez maintenant, en tout cas pour tout ce qui est revêtement de surface, comment est-ce que vous justement broyez les pneus. Les pneus, enfin, j'imagine que c'est plus au hachoir. Non, on a oublié même le hachoir maintenant, en fait, parce qu'en fait, dans notre parcours, on a pu, après des compétitions et toutes les réalisations faites, convaincre en fait des investisseurs, un fonds d'investissement, le Women Investment Club, qui est un Mhm, fonds sénégalais par et pour des femmes. Et donc, il y a eu disons, le courage d'investir dans une start-up comme la nôtre à un montant de 216 millions qui mhm. nous a permis en fait de pouvoir monter à l'échelle et avoir notre industrie qui est basée à Bel Air et donc d'avoir 1600 mètres carrés d'usine où nous recyclons les pneus. Donc, nous avons une ligne de machines qui transforment les pneus et qui ont une capacité en moyenne d'1 tonne à l'heure de pneus recyclés. Et D'accord. donc, ça fait qu'en fait, on a des broyeurs actuellement qui font tout le travail de déchiquetage et de broyage des pneus. Et donc, on est plus à l'étape où on avait Oui. encore le hachoir à viande hachée. Donc, voilà. Ah, c'est super, C'est ça, la partie investissement, je veux dire, trouver des investisseurs, c'est pas non plus évident, mais au moins, là, ils ont bien fait de parier sur vous, et j'espère que ça va absolument, continuer pendant longtemps et qu'il y aura plein, plein d'autres, bien sûr, qui vont venir. absolument, Oui. absolument. Et Oui, du coup, pour la partie, donc là, j'imagine que c'est le nouveau, on va dire, le nouveau projet dans lequel vous vous êtes lancé, dans tout ce qui est justement lié à la cimenterie, donc à la fabrication du ciment. Comment est-ce que, c'est-à-dire comment est-ce que la transformation, quelle est votre part, vous? C'est-à-dire au niveau de la matière que vous allez justement donner à ces fabricants de ciment et comment est-ce que eux, ils transforment ça ou en tout cas, ils intègrent ça dans la transformation ou dans la fabrication du ciment. alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour une cimenterie, pour fabriquer du ciment, il y Mhm, a un produit intermédiaire, en fait, qui est appelé le clinker, donc qui est obtenu en brûlant des minerais et autres matières afin de pouvoir fabriquer ce clinker, qui est un produit intermédiaire du ciment. Et donc, pour pouvoir brûler ces matières-là, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur pour pouvoir les brûler. En temps normal, les cimenteries utilisent le charbon de type coke, qui est en fait un produit qu'ils importent depuis l'étranger pour pouvoir brûler les fours de ces cimenteries-là. Et mhm. donc, avec notre solution, le pneu s'est révélé être une matière qui est beaucoup plus inflammable, qui a un pouvoir calorifique beaucoup plus grand que celui du charbon. Parce que lorsqu'un pneu s'allume, peut rester pendant très, très, très longtemps, des jours, voire des semaines, sans s'éteindre. Et donc, du coup, ce qui confère un pouvoir calorifique qui est assez important. Sauf que lorsqu'il est sous forme de pneu, en fait, en taille de pneu, à cause de tout l'alliage de fer et tout ce qu'il y a à l'intérieur, Mhm. cela peut rendre disons, son inflammabilité limitée. Alors que lorsqu'il est broyé, donc séparé en fait du fer et avec juste peut-être un peu moins de fer et bon, en tout cas en plus petit, là il est encore plus, il s'embrase mieux et il est encore de meilleure qualité. Et donc notre produit, le broyat, donc qui est du pneu en petits morceaux, Mhm. a un pouvoir calorifique qui est de 110% beaucoup plus grand que celui du charbon et qui en fait permet aux cimenteries de remplacer 10 à 20% de leur consommation de charbon Mhm. par notre produit. Donc, ce sera un mix en fait. Ils vont continuer à utiliser du charbon parce que la transition va se faire au fur et à mesure, Bien sûr. mais c'est pour un début commencer à remplacer le charbon par 10 à 20% de leur consommation de charbon. Et donc, il y a des cimenteries d'ailleurs, peut-être qui sont plus technologiquement avancées,
qui arrive à changer 90 à presque 100%, 99% en tout cas, de leur consommation avec que du broyat et pas de charbon. Et donc, nous, quand on leur donne le broyat, c'est pour qu'ils puissent le mettre dans leur four. Et il y a des aménagements qui sont obligés de faire à cause du chlore pour pouvoir réinjecter le chlore et rendre en fait ce clinker beaucoup plus riche. Parce que le pneu est un alliage complexe qui est composé de métaux, qui est composé de minerais, disons, toute cette composition en fait de ce chlore-là, qui sont essentiels pour avoir un ciment de bien meilleure qualité. Et donc, voilà un peu ce à quoi sert notre produit aux cimenteries en général, qui Et ont vocation à être plus green. justement, j'allais revenir à ça. En quoi est-ce que ça les rend plus green, justement, ou en tout cas moins polluants? Parce que comme tu dis, c'est une Alors, transition, c'est petit à petit. Donc, en quoi est-ce que ça les rend un peu plus écolo? alors lorsqu'ils brûlent le CO2, lorsqu'ils brûlent le charbon, il y a une émission de CO2. Et donc, ils ont des fours, en fait, qui sont ouverts pour ces émissions de CO2-là. Alors que lorsqu'ils brûlent le pneu, il y a une émission de chlore. Et donc, ce chlore-là, ils en ont besoin. C'est pour ça, cette partie du four spécialement dédiée au broyat, ils sont obligés de fermer pour qu'il puisse y avoir cette réinjection. Ce qui fait qu'en fait, une partie du CO2 qui aurait dû être émise n'est pas émise justement et elle reste à l'intérieur du four et elle continue dans le processus. Donc, il n'y a pas d'émission. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'également, il y a une réduction des émissions de CO2 par le fait qu'il n'y a pas d'importation. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils utilisent une matière première qui est locale et donc, ça évite en fait tous les coûts d'importation et toutes les émissions liées à l'importation de cette matière première-là qu'ils peuvent trouver localement. Donc, c'est ce concours de toutes ces, disons, des émissions qui ont été séquestrées qui permet de dire aujourd'hui que lorsque une cimenterie utilise notre produit, elle arrive à réduire ses émissions de CO2 de 40% parce que celles-ci sont principalement dues par le fait de brûler en fait le charbon de type coke. Moi, je trouve ça très intéressant. On se rend pas compte, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire justement pour participer, on va dire, à cette réduction d'émissions de CO2, à cette pollution, à être un peu plus écolo. Et c'est vrai que le consommer local a vraiment son rôle à jouer. Donc, c'est vraiment super. C'est une très, Absolument. très belle participation. Oui. C'est un bel impact. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on a quand même appris pas mal de choses, mais j'imagine que tout n'a pas été rose, comme on dit, tout n'a pas été facile dès le début. Quels sont les obstacles, en tout cas, qui vous ont marqué depuis que vous avez commencé et quels sont les obstacles ou les problèmes que vous rencontrez quand même toujours? Alors, disons que les obstacles qu'on a eu à rencontrer au début du projet, c'était plus l'aspect technologique. Et je pense que c'est toujours le cas parce qu'en fait, on était pionniers de cette technologie au Sénégal. Et donc, on n'avait pas, disons, de référence ou de personnes, comme par exemple, si je veux ouvrir un salon de coiffure, je peux me rapprocher de quelqu'un qui a déjà ouvert un salon de coiffure pour m'aider. Alors qu'avec les pneus, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas pour quelqu'un qui puisse nous dire technologiquement comment faire. Donc, c'était vraiment beaucoup de R&D. Je dirais qu'en fait, les 5 premières années de Cover, c'était purement de la R&D. On a fait des erreurs, on s'est trompé et on a recommencé. On a perdu de l'argent, on a recommencé jusqu'à avoir le bon filon et la bonne technologie. Et disons que ceux qui ont investi chez nous, c'est plus cette expertise et cette expérience qui les a plus intéressés qu'autre chose. Et comme tout le monde, hein, comme tous les entrepreneurs, je dirais que c'est une difficulté cliché, celle du nerf de la guerre, la difficulté financière. Ça a été difficile parce qu'en fait, c'était un pari lourd et avec mon équipe, en fait, on était conscient de cela qu'en tant que jeune étudiant, de vouloir lancer une industrie à partir de presque rien du tout, sans financement ni rien du tout, avec juste la force de nos idées et notre motivation. Et quand aujourd'hui on arrive au niveau où on passe quand même d'un hachoir à une industrie, pour nous c'est un grand pas et voilà, côté financier, c'était pas évident du tout de pouvoir lever des fonds et ça nous a pris énormément de temps.
Ouais. Sinon, à part ça, bon, actuellement, les problèmes qu'on a, disons que plus on grandit, plus on a des problèmes qui grandissent et on a des problèmes différents également. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a sont plus liés à la productivité. Donc, comment être beaucoup plus productif, comment réduire les coûts, comment être plus efficient et comment couvrir vite le marché du Sénégal et de la sous-région. Donc, je dirais que c'est plus les problèmes qu'on a actuellement de gestion Mhm. qu'autre chose en termes de difficultés. Aujourd'hui, l'équipe d'Ecover grandit. Mhm. Au départ, on était une équipe de 4 à 5 personnes et aujourd'hui, on est à peu près 29 collaborateurs. Et sans parler des 25 emplois indirects que nous créons à travers la chaîne de collecte. Et donc, l'entreprise grandit vite et bientôt, ça va encore plus, d'ici la fin de l'année, augmenter encore. Le staff ne fait qu'augmenter, plus la demande augmente. Ouais. Donc, Non, je vous le souhaite voilà. vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. J'allais justement te demander il y a combien de personnes dans l'équipe, mais tu viens d'y répondre. Et aussi, c'est vrai que c'est dur, surtout, tu as l'impression que tu vas un peu dans l'inconnu, comme tu dis, l'entrepreneuriat de un. Deuxièmement, le domaine que vous avez choisi notamment. Et donc, j'imagine qu'il y a eu plein de refus parce que les gens ne ils connaissaient pas ça, donc ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans l'inconnu. Mais c'est bien parce qu'au moins, je pense qu'il faut quand même cette période là où justement ça te fait, comment dire encore, ça te fait, c'est toute une aventure, ça te fait toi te connaître, te découvrir, de savoir si c'est quelque chose voilà, qui te passionne, si tu es prête physiquement, mentalement à y aller. Et tu as parlé justement d'une période de 5 ans que c'était jusque-là, vraiment de la R&D. Mais je pense que 5 ans, j'entends beaucoup ce temps-là et c'est très important. En général, si tu arrives à survivre pendant 5 ans, je pense que ça va. Vous avez Oui, toutes les armes dont vous avez besoin. oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je vois beaucoup de gens se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pour moi, en fait, pour bien entreprendre, il faut être stable d'abord. Parce que lorsqu'on fait de l'entrepreneuriat de survie, souvent, Mhm. on a tendance à sauter des étapes et à pas bien faire les choses comme il faut. Et pour moi, l'entrepreneuriat requiert beaucoup de patience, beaucoup, 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 beaucoup de patience. C'est comme un arbre, en fait. Pour qu'un arbre puisse grandir, être fort, avoir de bonnes bases, il faut de la patience et le travail acharné paye toujours. Ah oui, Oui. c'est sûr, hein. En plus, là, je pense que ça devient peut-être difficile pour certaines personnes parce que, comme on dit, nous sommes la génération 2.0, génération micro-ondes, génération zapping, tout ce que tu veux, et que tout va Ah, vite, tout le monde veut avoir tout rapidement. Et voilà, dans certains domaines, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et heureusement que ça ne marche pas comme ça, je dirais. Ça serait oui. un peu trop facile. Mais sinon, avec tout ce qui est, parce que je pense que cette question, je ne peux pas ne pas la poser, ou par rapport à la pandémie, donc avec la COVID-19, est-ce que ça vous bloque d'une certaine manière par rapport à tous vos projets? Oui, 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 cela nous bloque. C'est pour ça, moi, je suis une grande suiveuse des chiffres de COVID-19 parce qu'en fait, cela paralyse beaucoup l'activité économique, surtout pour nous, aux autres qui avons des industries. Mhm. Parce qu'en fait, nous, on a des, on a des ouvriers, on a des horaires à respecter. Et quand il y a le couvre-feu où Attention. et, quand on a le couvre-feu ou, disons, les manifestations, ce genre de choses, on ne peut pas se déplacer pour aller travailler. Et notre travail, on ne peut pas faire de télétravail. On est obligé d'être sur place, les machines sont là. Et c'est extrêmement, ça nous a beaucoup retardé lors du début de notre production. Et également, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a, disons, eu la chance, je dirais, Mhm. d'avoir eu notre financement juste au début de COVID-19, à une période où c'était assez difficile pour tout le monde de lever des investissements, de lever des fonds. Et on a eu beaucoup de retard dans la réalisation du projet parce que tout le monde était en confinement, tout le monde était en couvre-feu, donc c'était assez difficile. Et pour nous, le temps, c'est de l'argent. Et donc,
je dirais qu'on a été très impacté pour des raisons de timing et également, voilà, surtout de timing et ça a beaucoup retardé le démarrage du projet. Oui. Donc, ouais. Non, je peux Mais comprendre. C'est vrai que ça a touché, pour certains, comme tu dis, pour certains business, ça a touché plus certains que d'autres. Comme tu dis, t'en as plein, oui, ça les a pas forcément beaucoup impactés d'un point de vue business parce que tu peux le faire. Il y a plein de choses que tu peux faire en télétravail, mais pour certains business, c'est pas possible, quoi. Mais j'espère que les choses vont s'arranger, honnêtement, parce que je pense qu'on est tous fatigués de ça de manière générale. bon, heureusement, au Sénégal, je dirais, il y a eu une bagarre, mais maintenant, ça va. Et les cas également, pour le moment, c'est assez stable. On espère que ça va continuer comme ça encore pour un bon moment. Oui, on espère, comme tu dis, on espère vraiment que ça va continuer comme ça. Ouais. Mais sinon, de manière générale, par rapport à la thématique du recyclage au Sénégal, donc pas que des pneus, du recyclage en général, ou enfin Sénégal ou Dakar en particulier, comment est-ce que tu vois l'implication, on va dire, que ce soit des petites start-up, de la population en général, du gouvernement? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des choses qui évoluent, qui se font déjà et qui, bien sûr, qui se font de plus en plus, je dirais? J'ai été à la COP 22 et on considère le Sénégal, en fait, pardon, l'Afrique subsaharienne comme une partie du monde où on ne s'intéresse pas au développement durable parce qu'on a des problématiques beaucoup plus urgentes, comme celle de la pauvreté, de la malnutrition et autres. Alors qu'en fait, voilà, on est plus, moi je pense qu'on est très impacté par les problèmes environnementaux parce qu'on est dans une zone tropicale et que le réchauffement planétaire nous impacte beaucoup plus parce que nos terres sont prises par la mer et également on ressent de plein fouet lors de l'été la chaleur qu'il y a sur le continent. Je pense que le Sénégal est un pays qui est en plein mouvement pour vraiment être à fond dans le développement durable. Par rapport à ce que tu as dit pour la zone subsaharienne, c'est pas faux. Mais de toute façon, tôt ou tard, je pense que les pays devront, malgré eux, s'y intéresser, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, ce que vous faites avec ton équipe. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu as justement un mot de la fin, donc de manière générale, ou bien en particulier à tous ceux qui aimeraient entreprendre ou qui entreprennent déjà? Alors, ce que je vais dire, c'est juste que lorsqu'on ne voit que le succès des entrepreneurs, on a l'impression que ça a été facile ou que l'entrepreneuriat, en fait, on le raconte d'une façon comme si c'était une histoire d'amour, comme si c'était du romantisme. Alors qu'en fait, ce n'est pas aussi simple. Ceux qui réussissent, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui sont les plus persévérants, ceux qui ne lâchent rien du tout. Et donc, il faut s'armer de beaucoup de patience et se dire que ça va pas se faire comme ça et qu'il faut beaucoup de stabilité pour pouvoir le faire. En tout cas, créer des entreprises qui ne mourront pas lorsque nous mourrons, parce que Ouais. nous créons beaucoup d'entreprises qui meurent avec nous, alors que l'idée, c'est de créer des entreprises qui vont continuer à vivre lorsque nous mourrons. Les créateurs des plus grandes multinationales que nous connaissons sont peut-être déjà morts, mais pas leur œuvre, pas leur entreprise, pas l'impact qu'ils ont entamé à travers ces entreprises-là, et qu'il faut réfléchir à cette aussi longue vision au moment de lancer vos entreprises, ces entreprises-là, et s'armer de beaucoup de patience et ne négliger aucun effort pour que notre entreprise puisse être grandir et croire en la force de nos idées, surtout pour nous en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, pour le bien de... Il n'y a que par l'entrepreneuriat qu'on pourra développer notre pays. Parce que ce qui a développé les autres continents, c'est la révolution industrielle. Et donc, la révolution industrielle dans tous les domaines, donc économiques, c'est ce qui permettra vraiment à notre continent, à notre pays de se développer. Donc, croire en soi, croire en ses idées et s'armer de patience. Merci beaucoup pour ces conseils et je te rejoins en tout cas sur un point, la transformation, l'industrialisation, Oui. on en a vraiment besoin en tout cas dans nos pays, clairement.
Et Ouais, surtout qu'il manque beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de oui, choses. oui. Tout Énormément. est à faire. Il y a énormément de choses à faire. Franchement, il y a énormément de choses pour les personnes qui sont déjà sur place, pour les personnes, comme on dit, de la diaspora qui aimeraient, voilà, qui pensent qu'il n'y a rien à faire au pays, comme on dit, il y a énormément de choses à faire À et faire. il ne Tout à suffit que de faire. tourner la tête, hein. Il y en a partout. Il y en a partout. Oui, Et il y en a partout. c'est ça. Ouais, c'est fou, c'est fou. Je suis vraiment d'accord avec toi. En tout cas, Souadou, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour toutes ces informations, une très très bonne continuation par rapport à ton projet. Et bah, de toutes les façons, nous, on reste en contact. Et puis voilà, Oui. merci. Et de toute façon, je pense que vous pourrez, pour plus d'informations, vous pourrez nous joindre sur les réseaux sociaux de eCover et sur notre site internet de www.ecover-cover.co et sur LinkedIn eCover et sur Facebook eCover Sénégal. Donc, Super. En tout voilà. cas, merci beaucoup de rappeler ça. J'avais oublié. Donc, c'est vraiment la dernière question de manière, enfin, en général. Donc, pour que les personnes puissent justement vous contacter ou en tout cas découvrir encore un peu plus en détail ce que vous faites. De toutes les façons, vous aurez tous les liens comme d'habitude en barre de description. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer. Donc, il y aura tous les liens. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir eu. C'était un immense plaisir pour moi. Et voilà. Merci, À très Swadou. Bye bye. Alors, me revoilà. Qu'avez-vous pensé donc de cette interview avec Yael Swadoufal? Est-ce que vous avez bu ses paroles tout comme moi? Si oui, likez la vidéo et surtout partagez-la massivement autour de vous. Personnellement, je trouve que c'est un très beau projet. En plus d'être éco-responsable, ça crée aussi de l'emploi. J'espère sincèrement que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et bien sûr pour avoir un peu plus d'informations sur eCover et pour pouvoir les contacter, je vous ai mis tous les liens nécessaires en barre de description. Du coup, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil. Quant à moi, je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live, on ne sait pas. Et en attendant, l'aventure continue, on va dire, de façon beaucoup plus régulière sur Instagram. Donc si vous n'avez pas encore rejoint la famille, je vous invite à le faire maintenant. Alors une bonne journée ou bien une bonne soirée à vous et à très bientôt. Bye bye!